avant d'introduire les panélistes, donc nous allons suivre l'ordre établi dans l'agenda. Et dans un premier temps, donc, les panélistes s'appuyant sur leurs recherches et leurs données d'expertise vont présenter leur réflexion dans un laps de temps de 12 minutes, 13, 14 minutes, et qui, ces réflexions qui devraient par la suite s'approfondir et s'enrichir pendant la période des questions qui va. On va essayer d'abord le temps de break café pour se consacrer à la réponse et au dialogue, à la discussion de ces réflexions. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter la première présentation de la journée. Cette présentation qui va questionner en fait la légitimité même de la question qu'on pose maintenant de la mise en œuvre du système matériel universel. Et ce qui m'a semblé utile et intéressant de parler à vous ici, c'est d'abord à cause du débat qui a suscité son mode de fonctionnement et qui a anticipé en quelque sorte la question de la mise en œuvre, la question de son avenir même, les conditions de sa pérennité dans le système. Et ces débats-là, me semble-t-il, ne sont qu'à leur balbutiement, ils ont précédé même la mise en place de ce mécanisme. Ils ont continué au fil des sessions et ils sont loin d'être résolus. Et cependant, ils posent déjà une question centrale qui est évidemment la légitimité d'un tel système dans le paysage institutionnel de la protection des droits de l'homme. Mais avant de s'atteler à mes 3 ou 4 points essentiels que je vais aborder dans cette réflexion, je vais d'abord souligner 2 précautions. La première, c'est que ce mécanisme est encore jeune, il n'a pas encore fait ses preuves, et il serait donc prématuré de porter un jugement définitif sur un processus qui est en cours. La deuxième précaution, c'est que les pays, et d'abord, il doit être conçu en tant que framework, c'est-à-dire c'est un système, une sorte de modus operandi qu'il faut tenir compte de ces contradictions, ces difficultés, et aussi dans la phase de l'évaluation, dans la phase de la mise en œuvre. Donc on doit se garder dans toute tentation visant à appliquer un cadre rigide, qui s'est formé empiriquement et qui a été imprégné par des trajectoires qui sont bien différentes du mécanisme déjà existant, par sa logique d'abord volontariste et par sa conception et les différentes donc des organes traités ou de tout système juridictionnel, quel que soit. Cependant, ces précautions n'ont pas à exclure tout questionnement de ce mécanisme. Et la légitimité de la question de la mise en œuvre s'impose donc de manière très pressante dans le cadre de la réforme des négociations sur la réforme du Conseil de droits de l'homme et ses mécanismes, y compris le mécanisme de l'examen universel. Je vais me concentrer sur 3 points essentiels pour justifier en fait la légitimité de cette question un peu anticipée. D'abord, la question de la maturation de ce système. Deuxième point, c'est de la complémentarité avec les autres mécanismes. Et troisième point, c'est l'utilité. Et la question centrale, c'est quel modèle pour la mise en œuvre de ce mécanisme. Le premier point, eh bien, la question de la maturité, eh bien, on peut dire que le mécanisme a mis au niveau une sorte de fil de décision. Il y a un acquis maintenant à questionner, et le graphique montre très bien en fait une évolution du nombre de recommandations adressées au fil des sessions. La comparaison entre la première et la dernière session est très significative d'ailleurs et très parlante. Deuxième point, c'est par moyen général, on a vu
par exemple, la manière générale des recommandations adressées entre plusieurs sessions, avec la 8e session, on arrive à 128. Soulignons toujours que la 8e session concerne uniquement 15 pays, non pas 16. Haïti a été en quelque sorte expliqué pour des raisons prononcées. Deuxième point, ce qui concerne en effet la pertinence même et la formulation des recommandations. Vous voyez donc qu'au fil des sessions, on a aperçu que un nombre considérable de recommandations sont formulées de façon très vague, qui rend la mise en œuvre pratiquement impossible, et aussi le caractère non opérationnel de ces recommandations. Deuxième point qui utilise toujours cette question, c'est que la pertinence même de la compatibilité de certaines recommandations adressées dans le processus de l'étude avec les objectifs de l'étude. On peut, pour les exemples, on peut les citer peut-être dans la phase de discussion, juste pour respecter un peu de temps. Le troisième point concernant toujours c'est l'absence d'approche thématique dans la formulation des recommandations. Évidemment, dans le rapport de groupe, on essaie tout simplement d'adresser les recommandations qui ne sont aucune méthode thématique qui peut faciliter le suivi dans le deuxième cycle. Le troisième point concerne en fait l'appropriation à géométrie variable. Bien évidemment, il y a toutes les recommandations adressées dans les livres n'ont pas été acceptées. Donc il y a à peu près 68 qui est quand même un pourcentage considérable et très important. Mais il reste encore des recommandations qui n'ont pas eu l'appui de cet acte et qui, dans les réponses aux positions adoptées à leur égard, varient entre les recommandations refusées, rejetées et les autres recommandations commenter, mais sans que les États aient une position très claire, et d'autres recommandations qui sont en jaune, qui sont en attente encore. Le deuxième point essentiel de cette question de la mise en œuvre, c'est la complémentarité. Dans le cadre des résolutions, notamment la résolution 5.1 du Conseil des droits de l'homme, l'EPU est considéré comme un nouveau mécanisme qui doit compléter, qui doit apporter une valeur ajoutée au mécanisme déjà existant. Mais cette question de la complémentarité a suscité autant de débats de la doctrine, mais aussi dans le cadre aussi thématique c'est mieux que moi. Mais on peut résumer en fait cette question de la complémentarité en deux points essentiels. Le premier point, c'est la fragmentation. Il y a de la fragmentation qui dit tout simplement que le fait d'adresser les mêmes recommandations des autres systèmes de protection en fait, risquerait en fait, de fragiliser le système de la protection lien des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les recommandations refusées. Si on refuse les recommandations adressées déjà par les organes de traité ou les procédures spéciales, bien évidemment, on risque d'aboutir à une situation de fragmentation du système, alors que l'objectif était au départ de compléter le système, renforcer le système, apporter une valeur ajoutée. Il y a une hypothèse de fragmentation, encore faut-il vérifier la pertinence. Le deuxième point, c'est l'incohérence. Le risque, en fait, de l'incohérence, c'est que l'examen universel conduit en effet à créer des systèmes d'évaluation parallèles. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les recommandations dans ce sens vont dans le sens de dire que la conduite de l'examen universel doit se baser sur les informations et conclusions des autres mécanismes. Donc il ne faut pas que
notre cas de l'examen ne soit pas, on ne reconnaît pas la situation réelle de droits de l'homme dans les pays examinés dans le cadre de l'EPI. Donc il faudrait qu'il y ait une cohérence, non pas une sorte d'incohérence. Encore faut-il, encore possibilité pour vérifier la pertinence de ces deux postulats qui, en quelque sorte, résument la question de la complémentarité et qu'on puisse connaître dans une situation de flou du cadre normatif, notamment les deux résolutions de base, qui ont servi de base pour les appels universels et qui ne clarifient rien quant à la question de la complémentarité. On formule la complémentarité qui est, en termes généraux, la valeur ajoutée et la complémentarité avec le mécanisme sans aucune indication et sans préciser la manière pour opérer une telle complémentarité. Eh bien, dans le cas des deux méthodes, dans le cadre de l'Observatoire des droits de l'homme et de l'Académie universelle, il existe en effet des ensembles de recommandations qui se réfèrent aux organes de traité. On a recensé à peu près une 347, mais ça concerne uniquement les 7 premières sessions. Les 5 premières sessions, on a à peu près 68 recommandations déjà acceptées, mais 10% qui ont été refusées, l'autre partie, le reste, il est encore dans la zone grise, comme on peut dire ça, c'est juste commenter mais sans préciser de position ou parfois noter et prise en considération.